Voilà près de 4 siècles, le légendaire Sinbad le marin apercevait du pont de son boutre l'archipel des Comores. Il le surnomma Jazaïr al-Qamar, les îles de la Lune, transformé au cours de l'histoire en Qamar, puis Comores. Situé dans le fameux canal de Mozambique, l'archipel s'étend entre la côte de l'Afrique orientale et la grande île de Madagascar. Depuis ces temps anciens, les marins comoriens ont adopté les boutres. Des petits bateaux arabes aux voiles triangulaires qui sillonnaient jadis les flots de la mer Rouge. Ces 4 îles de l'océan Indien sont un enchantement pour la vue, mais aussi pour l'odorat. Girofle, cannelle, ylang-ylang, vanille, voyagent d'île en île avant d'être exportés dans le monde entier. Les innombrables plantations d'espèces aromatiques ont valu aux Comores le surnom d'archipel au parfum. L'île d'Anjouan, avec ses cultures d'ylang-ylang, en est la meilleure illustration. Ces fleurs jaunes en forme d'étoiles et à l'odeur suave sont une des richesses de l'archipel. Les Comores fournissent 80% de la demande mondiale en ylang-ylang. Elle s'épanouit à l'ombre des cocoteraies aux abords des villages. Arrivée à maturité, l'ylang est récolté à la main pour être ensuite distillé. L'huile essentielle qu'on en retire est destinée exclusivement à l'exportation. Son essence rentre dans la composition de nombreux parfums. Le boutre, chargé de senteurs, rejoint Anjouan pour s'approvisionner en essence d'ylang-ylang. Non loin des plantations, beaucoup de vieilles distilleries continuent de fonctionner. Les femmes vont y apporter le fruit de leur cueillette. Collectées, comptées, les fleurs sont ensuite distillées suivant une méthode très ancienne et très simple, grâce à un alambic classique qui permet d'extraire l'huile essentielle. Plus de 150 kg de fleurs sont nécessaires pour remplir le chaudron de cuivre. Des conduites amènent l'eau qui, chauffée, fournit de la vapeur, un peu à la manière d'une cocotte minute. Au bout de 4 heures de cuisson, un demi-litre d'essence extra à 65 degrés sera récupéré. Recueillie dans des bouteilles, l'huile est ensuite revendue à la société Bambao, à Anjouan. Les vapeurs subtiles et raffinées d'ylang-ylang planent sur les cocoteraies et les villages alentours. L'île entière respire un air délicieusement embaumé. C'est à Bambao, petit village côtier d'Anjouan, que se trouve la plus importante distillerie de plantes de l'archipel. Héritage de l'époque coloniale française, la société Bambao continue d'y fabriquer de nombreuses essences. Ces alambics remplis de basilic donneront quelques litres d'huile essentielle qui serviront soit à la pharmacopée, soit à la composition de certains parfums. De génération en génération, les méthodes de distillation se perpétuent de façon traditionnelle. Et le maître des lieux compte bien conserver une renommée acquise au-delà des frontières. Je m'appelle Nathalie, je travaille ici depuis 15 ans, après le départ de mon père,
qui a travaillé pendant au moins 50 ans ici comme distilleteur. Et j'ai reçu la succession et on fait la distillation de plats de parfum, d'ylang, on fait venir des coups de girofle de Moélie, du palmarosa, du basilic. Avant, on distillait aussi de la tubéreuse, de la cassie ancienne et du patchouli, de la fleur d'oranger, mais on faisait aussi de la vanille, beaucoup de vanille. Tous les produits venaient ici par bateau, directement à Bamao, au port. Ces bouteilles venaient des autres îles, Mayotte, Madagascar, Cameroun, et en partant, ils transportaient du sisal, l'ilang, de basilic, on a tous ce distillé ici. Les essences sont envoyées dans des tonnelles, sont envoyées par boutre à Vancouver, et de là, ils sont expédiés en France, à Grasse, pour fabriquer du parfum. Chargés d'essence, les boutres repartent pour Moroni en Grande Comore. Si les alizés sont constants, ils atteindront l'île dans 3 ou 4 jours. Les marins reprendront ensuite la route de Madagascar avec à leur bord une cargaison de sisal, une fibre naturelle proche du raffia qui sert à confectionner les cordages des bateaux. Ce moyen de navigation tend à disparaître. En effet, aux Comores, il ne reste plus que 4 boutres à voile de ce type, descendants directs des boutres de Man. Ces bateaux sont peu à peu remplacés par des boutres à moteur mieux adaptées à une navigation de pleine mer. Surnommée l'île Rouge à cause de la couleur de sa terre, Madagascar fut longtemps considérée comme la colonie préférée de la France. Son histoire débute en l'an 1000 de notre ère, lorsque les premiers immigrants arrivèrent par mer d'Afrique et d'Indonésie. Malgré leurs différences initiales sur le plan physique et linguistique, ces peuples ont donné naissance à une culture malgache unie et unique. La population compte aujourd'hui environ 12 millions d'habitants, répartis en une vingtaine d'ethnies. Madagascar possède également une riche tradition maritime, dont le berceau se situe à Belo-sur-Mer, un petit port de la côte ouest qui possède toujours un des plus grands chantiers de construction de bateaux. Ici, on les appelle goélettes de cabotage, car elles circulent uniquement le long des côtes malgaches. Belo-sur-Mer a une autre particularité. C'est le seul endroit où l'on trouve des salines. Elles fournissent le sel dans tout le pays, ainsi qu'aux Comores qui n'en possèdent pas.
Les goélettes quittent Majunga, port principal de Madagascar, descendent le long de la côte pour aller chercher le sel à Bello-sur-Mer. Cette saline s'étend sur des centaines d'hectares de terrain. Son propriétaire, qui est aussi armateur, n'en exploite pour l'instant que 70 hectares qui lui rapportent 7000 tonnes de sel par an. Il emploie près de 300 personnes qui travaillent encore de façon traditionnelle. Tout est fait à la main. Tributaires des vents, les goélettes ne peuvent garantir aucun délai de livraison. Suivant la constance des alizés, ce voyage peut prendre quelques jours ou plusieurs semaines. Il arrive que les marins s'arrêtent pour attendre que les vents tournent. Mais contrairement aux Occidentaux, les gens ne sont pas pressés ici. Rallier Majunga est toute une aventure pour les marins. Madagascar est une grande île qui représente 2 fois la France. Ce boutre de 40 tonnes va voyager durant plusieurs semaines pour rejoindre sa destination. Le tonnage moyen d'un boutre est de 70 tonnes. Les plus gros peuvent atteindre 150 tonnes et il possède de 6 à 11 voiles. Il est difficile de manœuvrer ces bateaux. La compétence de 7 hommes d'équipage bien expérimentés est nécessaire. Je m'appelle Pasteur. Je suis charpentier de marine, constructeur et commandant de goélettes. Je viens de fêter mes 72 ans. J'ai commencé à construire des goélettes en 1944. Depuis, j'ai participé à plus d'une vingtaine de constructions. Ce travail est pour moi une tradition familiale qui s'est perpétuée. Les goélettes sont entièrement réalisées en bois. Il est acheminé par pirogue car il n'y a quasiment pas de route depuis les forêts du sud de Bello-sur-Mer. Les charpentiers utilisent un outillage rudimentaire. Toutes les pièces de bois sont taillées à la machette et chevillées. La construction d'une goélette peut durer de 8 à 24 mois selon le tonnage et les moyens dont on dispose. Cette goélette de 150 tonnes est destinée au transport du sel dans l'archipel des Comores.
L'essentiel de ce qui allait devenir la population malgache s'est constitué de peuplades venues par bateau des autres continents. Il a fallu attendre le 19e siècle et l'accession au trône de Ramada II pour voir la tradition maritime prendre un grand tournant. Très ami des Français, le roi accueillit Joachim Bébé, un charpentier de la marine française, qui fuyait la Révolution et ses massacres. Joachim créa la première école de charpenterie dans les années 1800, et avec elle, la fameuse goélette qui remplaça peu à peu le boutre arabe, naguère adopté par les Malgaches. Napoléon lui demanda de construire un bateau pour sa flotte. Baptisé au nom de la ville de Morundave, il participa à la célèbre bataille de Trafalgar. Une des principales activités de Majunga est le tressage du sisal, qui sert à confectionner les cordages des bateaux. Le sisal arrive par boutre depuis les Comores. Majunga est le port de tous les trafics, cacao, café, sel. C'est un centre commercial important, la plaque tournante de toutes les marchandises, qu'elles viennent de l'île ou des Comores. Ce port de la côte ouest a été décrété capitale portuaire de Madagascar au XVIIIe siècle, durant le règne du roi Sakalava. Les goélettes étaient en voie de disparition. Leur nombre était descendu à 15. C'est Roland Cool, député de la région, qui, grâce à l'acquisition d'un important contrat de transport de sucre, a pu relancer l'activité. Aujourd'hui, une soixantaine de boutres, enfin de goélettes, naviguent sur la côte ouest de l'île. Très souvent, les Malgaches emploient le mot boutre pour désigner la goélette en souvenir des premiers bateaux arabes qu'ils ont utilisés. Ce bateau, spécialisé dans le transport de la vanille, se rend à Nossi Be, à 300 km au nord de Majunga, pour prendre sa cargaison. La vanille est une des productions importantes de Madagascar. Cette petite liane verte de la famille des orchidées grimpe le long de tuteurs en bois. Dès la récolte des fruits, que l'on appelle gousses, on procède à leur mortification en les ébouillantant. Importée du Mexique il y a un siècle, la vanille n'arrivait pas à s'acclimater dans cette île de l'océan Indien, car il manquait l'insecte qui assure la fécondation de la fleur en transportant le pollen. C'est un ancien esclave noir de la Réunion, Edmond Albius, qui découvrit les secrets de la fécondation artificielle. Depuis, on applique cette méthode dans les plantations malgaches. La cuisson terminée, on fait ensuite sécher puis étuver les gousses avant de les conserver quelques mois dans des caisses pour concentrer le maximum de parfum. Enfin, elles sont triées et calibrées, puis mises en botte avant d'être expédiées.
accoster dans les ports malgaches est une opération très difficile, car les bateaux ne possèdent toujours pas de moteur. Un marin doit se rendre à quai à la nage pour amarrer le bateau en fixant les cordages. Ces bateaux malmenés par la violence des vents ou des intempéries subissent de multiples détériorations. C'est pourquoi les marins procèdent eux-mêmes à toutes sortes de réparations. Reprise des voiles, rénovation de la coque. Pour ces hommes, c'est une façon de tromper l'attente, car les cargaisons se font souvent désirer. Ils profitent de la marée basse pour faire le calfatage au chanvre et le goudronnage. Goélettes et boutres tentent à disparaître du canal du Mozambique. Mais l'espoir reste ancré dans le cœur de ces hommes, qui continuent à se battre pour conserver cette tradition séculaire en adaptant leurs bateaux aux nouvelles technologies.